Bonjour à tout le monde. Paul a un problème de son, donc on va il va éteindre. Non, mais c'est en fait, c'est Pascal qui parle, le responsable de la plateforme Le Campus et c'est vous m'entendez, tout va bien, mais Paul, il a visiblement un problème de micro. Donc je lui ai demandé d'éteindre son ordinateur et de rallumer. Non, vous entendez Pascal, qui n'est pas le conférencier du jour. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va juste ouais, voilà, on attend Paul qui est l'expert, qui fait la conférence, enfin la présentation de ce jour. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent. On attend Paul, qui a dû rebooter son ordinateur. Donc, comme vous le savez, rebooter un ordinateur, ça prend 1 ou 2 minutes. Voilà. Alors Paul arrive. Paul, je Oui, est-ce que vous m'entendez? c'est bon, c'est résolu. Bon, eh ben, c'est parfait. Bonjour les amis. Je suis ravi de vous retrouver pour ce séminaire de rentrée en ce qui me concerne. Je ne reviens pas de vacances, mais c'est le premier séminaire depuis l'été. On va parler de l'impertinence du coach. Et ici, on dit que l'impertinence, c'est la super pertinence d'un coach. La question, vous savez, va tourner autour de l'orientation-solution, autour de la position d'écoute un peu décalée d'un coach qui doit créer de la valeur pour ses clients à partir d'une écoute qui n'est pas du tout l'écoute classique qui consiste à comprendre le contenu du problème, mais qui consiste par l'écoute à créer de la valeur avant même de poser une question. Alors c'est un peu intriguant, mais on va tâcher de clarifier ce point. C'est un point extrêmement important pour le coaching en général, coaching individuel, coaching d'équipe, c'est le point clé du coaching. Parce que si c'est pour écouter les gens et les caresser dans le sens du poil, ça ne les fait pas beaucoup avancer. Il faut vraiment créer de la valeur pour eux et on verra qu'il y a une certaine manière de le faire. Avant même de poser une question, il y a déjà de la valeur de créer par le coach dans la manière dont il écoute et dans ce qu'il écoute. Alors, dans ce qu'il écoute chez le client. Alors, tout d'abord, je voulais vous proposer 3 questions et je vous invite à y répondre, s'il vous plaît, dans le chat. Et tout à l'heure, je prendrai un petit temps pour lire vos réponses et pouvoir revenir dessus si on en a le temps. Mais ça vous rendra plus proactif dans votre écoute si vous avez pu réfléchir quelques instants aux questions qui sont inscrites là. Notez bien vos réponses avec Q1, Q2, Q3 pour qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, quelle est selon vous la place de l'impertinence dans le coaching? Quel sens ça a pour vous de rapprocher les mots impertinence et coaching? Deuxièmement, quel serait votre frein principal à challenger le cadre de référence de vos clients?
quelle est la difficulté que vous rencontrez, quelle est la pudeur que vous avez, quelle est la gêne éventuellement que vous pourriez ressentir ou pas d'ailleurs, hein. Et la Q3, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher auprès de nous à travers ce webinaire dont le titre porte donc sur l'impertinence du coach. Voilà, du coach dans le coaching d'équipe, mais pas seulement. C'est une question de posture, ce n'est pas une question de champ d'application du coaching. Alors, on va tout de suite, pendant que vous commencez à répondre et à réfléchir, je voudrais vous dire qui nous sommes. Pour la plupart, vous le savez, mais néanmoins, beaucoup, à chaque nouvelle conférence, nous rejoignent pour la première fois. Donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, mais pour que vous sachiez d'où on parle, nous sommes une école de coaching d'équipe, le coaching de l'énergie, et nous avons mis en place 2 masterclass expertes, une sur exceller en coaching d'équipe et l'autre sur booster son business de coach. Donc, nous avons des dispositifs qui visent à former les coachs au coaching d'équipe avec des programmes pointus là-dessus et spécifiques là-dessus. On n'est pas beaucoup d'écoles à proposer ça. À mon sens, on est 3 et encore, je dirais même plutôt 2. Et puis sinon, l'ensemble des écoles qui forment au coaching font un petit porte-clés de quelques heures sur le coaching d'équipe. Autrement dit, il n'y a rien du tout. C'est un choix, hein, qui est respectable, mais ce n'est pas avec ça qu'on peut vraiment exercer en professionnel. C'est comme si vous étiez charpentier et qu'on vous dise, après, je ne sais pas moi, des années ou des mois d'études, bah tiens, en même temps, on va vous donner quelques clés pour l'électricité. On va faire 3 heures sur l'électricité. Et à partir de là, vous ne pouvez pas vous dire électricien, c'est évident. Bon, alors voilà, c'est une vraie école de coaching d'équipe. Et par ailleurs, on a mis en place un produit qui s'appelle Boost, qui aide les coachs à passer un palier dans leur business, voire à décoller tout simplement parce qu'on sort des écoles et pour autant on s'imagine que ça va marcher tout seul et c'est loin d'être le cas. Donc il y a des techniques de vente, des techniques de marketing, une posture, une attitude, un rayonnement qu'il faut cultiver et on vous aide en cela, non seulement en vous faisant des apports, mais surtout en vous coachant, en vous supervisant pour vraiment vous aider à franchir le cap. Voilà. Et puis évidemment, à la fin de nos masterclass, nous avons la proposition de faire des entretiens avec nous pour vous aider de façon plus personnalisée, parce que vous êtes des fois jusqu'à 200 dans ces conférences. C'est évident que les 200 n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes problèmes. Et donc, il y en a toujours une quinzaine, une vingtaine qui prennent rendez-vous avec nous pour s'entretenir de leur formation, de leurs besoins de supervision, car nous faisons aussi de la supervision de coach, individuel et collectif. On a un club de coach, on a une université d'été dans laquelle on travaille sur des sujets divers et variés, comme les épreuves de la vie, comme vivre la grâce, comme comment coacher avec les énergies. Voilà, des choses intéressantes et puissantes. Ce sont des universités dans lesquelles on fait de la recherche et développement avec une cinquantaine de participants qui sont les membres du club. Voilà. Vous pouvez être invité, si vous le souhaitez, à un prochain club. Ce sont des journées qui ont lieu, il y en a 4 par an. Vous pouvez y participer soit en présentiel sur Paris, soit en distanciel. Et généralement, on a une vingtaine de participants présentiels et une vingtaine de distanciels. Et ça se passe très bien. On est 2 avec Franck et moi-même à animer ces journées. L'un s'occupe du distanciel, l'autre du présentiel. Et on se retrouve en plénière tous ensemble entre le présentiel et le distanciel. Voilà. On m'annonce que vous allez bientôt être 200 dans la salle et donc on va atteindre le nombre de participants. Ce qui me fait dire que si vous voulez participer à nos webinaires, il faut vous loguer assez tôt parce que vous voyez, il est 11 heures, ça fait 9 minutes qu'on a commencé et la salle est maintenant pleine. Donc il y a des gens qui vont continuer à arriver et qui ne pourront pas entrer. C'est dommage si ça tombe sur vous. Alors, si vous étiez intéressé par un créneau individuel pour parler avec nous, pour nous raconter votre situation, nous parler de vos besoins et qu'on voit si on peut vous aider, vous avez exactement sur votre écran, alors même que je vous parle, un petit bouton rouge qui s'appelle cliquer ici, dans l'espèce de bandeau vert, prendre rendez-vous. Donc il faut cliquer là-dessus, vous allez accéder à un agenda qui s'affiche là. Rassurez-vous, vous n'avez pas encore cliqué, c'est moi qui déroule les slides pour vous présenter j'ai failli tomber, l'agenda qui s'affichera quand vous cliquerez sur cliquez ici. Vous sélectionnerez la date et l'heure qui vous convient par rapport à vos disponibilités. Vous n'oublierez pas
de remplir le mini questionnaire, votre nom, votre téléphone, et puis ce que vous souhaitez, et surtout de valider, sinon c'est pas validé, et puis vous avez fait tout ça pour rien, vous attendez un rendez-vous que vous n'aurez jamais. Alors, quand vous avez fait ça, vous vérifiez que l'agenda ait bien été marqué dans votre agenda automatiquement, et puis après ça, bah, normalement, il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous appelle à l'heure prévue, à partir du numéro que vous avez inscrit, si vous n'êtes pas trompé. De toute façon, on a votre adresse email, donc si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas grave, on vous joint par mail et on rectifie cette petite erreur, ce qui peut arriver de temps en temps. Voilà, alors on va maintenant regarder un petit peu vos questions si vous avez 2 secondes. Alors, je vais lire ça en vitesse. Par contre, c'est pas. Je demande un petit instant. C'est que chez moi, c'est écrit en tout petit, et donc il faut que je grossisse un peu le truc. Vous pouvez lire aussi, hein, parce que tout le monde a écrit des tas de trucs, c'est passionnant. Là, je tombe sur quelqu'un, Flavia. C'est l'art subtil entre pudeur et challenge. Le coacher a trouvé des nouvelles solutions. Découvrir des outils pour bouger les lignes et améliorer l'accompagnement. Oser, incontournable, je ne la connais pas, l'impertinence. Je ne la connais pas, impertinence. Mes confrontations, d'accord. Je ne vois plus la question, s'agit-il du frein? Tout dépend du contexte, mais cela fait partie de mes pratiques. Pourquoi aujourd'hui avec vous? Avoir un autre regard sur les techniques, très bien, bienvenue. Faire perdre confiance au coaché, c'est intéressant. Je suppose que c'est pas pour l'embêter, le coaché, c'est pas pour le dévaloriser ou le mettre en porte-à-faux, c'est simplement pour déstabiliser les croyances limitantes afin d'ouvrir à l'espace des possibles, bien sûr, générer une émotion pour intéresser, faire grandir, apprendre à coacher une équipe, d'accord, encore des insights. Oui, c'est vrai que l'impertinence, c'est ce qui permet de faire prendre un pas de côté au client, et c'est très précieux. Bon, vous avez bien compris que c'est ça dont on parle. On ne parle pas de se moquer du client, bien entendu. On ne parle pas de disqualifier un client. On parle de faciliter la remise en question qui est nécessaire. Bon, voilà, alors on va commencer. Je vais pas lire tout parce que ça nous prendrait trop de temps. Merci d'avoir décollé un peu la pulpe et d'avoir partagé, ne serait-ce qu'entre vous, pour poser le sujet. Nous allons carrément dire que l'impertinence, c'est le super pouvoir des coachs. Pourquoi est-ce qu'on appelle un coach? Pas pour recevoir des conseils, évidemment, sinon il faut aller voir des conseillers. On appelle un coach parce qu'un coach, c'est comme un fou du roi. Vous savez, ce personnage qui avait un chapeau à grelots, c'est comme un joker dans son jeu de cartes. C'est la personne qui, en toute bienveillance et avec beaucoup de tact et de professionnalisme, va nous challenger, va nous décaler le regard, nous faire voir ce que l'on ne voit pas quand on est sans lui ou sans elle. La fonction coach est une fonction dont le fond de commerce est l'impertinence, c'est-à-dire sortir le client du champ de sa pertinence antérieure. Le client vient au coaching parce qu'il a un problème. En gros, vous connaissez la métaphore du gars qui cherchait ses clés sous le réverbère. Et on lui dit, mais ça fait 1 heure que tu es là-dessous, tu vois bien qu'elles n'y sont pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cherches là? Il répond, bah, c'est parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Alors c'est ridicule, mais c'est exactement ça qui se passe. Quand vous et moi, on a un problème, c'est qu'on cherche les solutions là où elles ne sont pas. Et on les cherche là, alors qu'elles n'y sont pas manifestement, parce que c'est là que est braqué notre esprit. C'est là que va notre attention, à cause de sillons neuronaux qui ont été tracés auparavant par notre vie. Et donc, c'est comme ça qu'on réagit. Par exemple, quelqu'un me bouscule dans le métro, bah, je me fâche. Voilà, c'est pas une solution, mais c'est la solution que j'ai trouvée quand j'étais petit. Ou bien je baisse la tête et je fais semblant de pas. Je dis oh non non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas une solution non plus, mais c'est comme ça que je fais parce que je sais pas faire autrement. Alors donc ça, c'est typiquement la métaphore de gens qui cherchent leurs clés sous le réverbère alors qu'elles n'y sont pas, parce que si elles étaient, ils les auraient trouvées depuis longtemps. Si notre client vient nous solliciter en coaching d'équipe ou en coaching individuel sur un problème donné, c'est que sur ce problème donné, il n'a pas trouvé la solution. Autrement dit, il ne cherche pas la solution au bon endroit. Autrement dit, il la cherche au mauvais endroit. Ce qui fait que on ne doit pas écouter ce que notre client nous dit de l'espace problème parce qu'on sera enfermé avec lui dedans.
on doit le décaler de l'espace problème. Alors, c'est pour ça que j'ose dire qu'il ne faut pas écouter son client, ce qui est évidemment une ineptie. Bien sûr qu'on écoute le client, mais écouter le client en essayant de comprendre où est la solution, c'est peine perdue. Le client est enfermé dans le problème, sinon il ne viendrait pas en coaching avec ce problème, il viendrait peut-être en coaching mais avec autre chose. Dès lors qu'il évoque un sujet, il évoque un sujet dans lequel il est enfermé. Donc il regarde au mauvais endroit dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'il nous paye, le client? Il nous paye clairement et spécifiquement, même s'il ne le sait pas toujours, il nous paye pour que nous l'aidions à sortir de l'espace problème. Parce que si les solutions étaient dans l'espace problème, il les aurait trouvées depuis longtemps. Les solutions sont toujours extérieures à l'espace problème. C'est Einstein qui disait qu'on ne peut pas trouver de solution sur le même niveau logique que le niveau auquel a été posé le problème. Il faut changer de niveau logique pour trouver une solution. Voilà, il faut penser out of the box. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, évidemment, il ne s'agit pas de laisser non plus le client s'enfoncer dans le problème en nous racontant en long, en large et en problème et en longueur tous les bobos qu'il a dans la vie, parce que plus il fait ça, plus il s'enfonce, comme dans un sable mouvant. Quand vous gesticulez dans un terrain meuble, vous vous enfoncez. Le client ne nous demande pas de l'aider à s'enfoncer, mais de l'aider à se dégager du bourbier dans lequel il s'est laissé enliser. Mais ce n'est pas un regard négatif sur le client que je dis, hein, parce que nous aussi, quand on est client, quand on a des soucis dans la vie, c'est parce qu'on est en train de s'embourber dans un truc. Mais nous avons choisi de faire de notre métier, de cette propension à aider les gens à sortir de leurs problèmes en se dégageant de leurs problèmes. Donc, il ne faut pas les écouter raconter leurs problèmes, parce que plus ils le racontent, plus ils l'évoquent, plus ils l'évoquent, plus ils le convoquent, plus ils s'y enfoncent. Donc, il y a de bonnes raisons de ne pas écouter nos clients raconter leurs problèmes. C'est parce que, un, les solutions ne sont pas dedans, deux, ça ne lui fait pas de bien au client de raconter ses bobos. Alors, on avait dans les sous-titres de l'annonce de la conférence dit pourquoi est-ce qu'il ne faut pas écouter le problème, et aussi quelles sont les questions qui sont propices au coaching, quelles sont celles qui ne le sont pas. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est un petit peu désagréable, parce qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser en coaching. Alors, j'aime pas dire il faut pas, d'autant plus que tout ça doit être nuancé, ça dépend de la vitesse du vent et de plein de paramètres, mais fondamentalement, les questions qui visent à comprendre et qui visent à investiguer le contenu de ce que dit le client incitent le client à raconter davantage de ce qu'il sait déjà, donc il ne travaille pas, il ne progresse pas pendant qu'il répond à des questions d'investigation du contenu. Et puis, une fois que le client a bien nourri son coach en disant voilà ce qui m'arrive, voilà pourquoi, voilà le contexte, attends, je t'explique, il faut que tu comprennes. Bon, une fois qu'il est rassuré que vous avez bien compris, il se tait et il dit bon, alors, qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est quoi ton conseil? Même s'il ne le formule pas comme ça, c'est un peu ça que ça induit. Donc, il ne faut pas le laisser raconter tout son truc, parce qu'à la fin, un, il se sera enfoncé dedans, on vient de le dire, mais deux, il va attendre de vous une solution miracle et ça vous pose en position de sauveur, et vous allez devoir dire, ce qui est tout à fait ridicule et déplacé, je ne suis pas un conseiller, je suis un coach, je ne suis pas là pour donner des réponses, mais pour poser des questions, je ne peux pas te sauver, et pourquoi c'est important pour toi d'avoir mon avis, etc., etc., ce qui vous place en position haute, en position de formateur, en position de quelqu'un qui dit non, et tout ça est extrêmement maladroit. Donc, il ne faut pas écouter le contenu de ce que dit le client, il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'il nous raconte, il n'y a rien à comprendre dans ce qu'il nous raconte, il faut plutôt écouter comment il s'enferme dans le problème en écoutant le processus de réflexion du client. Alors, il y a plusieurs processus. Il y a son processus de réflexion, effectivement. Il y a son processus émotionnel. Il y a ses habitudes comportementales. C'est tout ça qu'on écoute. Et tout ça, il ne le dit pas. Enfin, il le laisse transparaître. Et donc, nous avons une écoute impertinente. Nous n'écoutons pas le champ du contenu, champ CHAMP, nous écoutons le champ du processus. Nous écoutons la relation, nous écoutons l'énergie du client. Nous écoutons comment il dit les choses, et nous écoutons ce qu'il ne dit pas, et on pose des questions sur ce qu'il ne dit pas.
et non pas sur ce qu'il dit. Parce que dans ce qu'il dit, encore une fois, il n'y a pas de solution pour lui, donc on perd notre temps et on lui fait perdre le sien. Évidemment, les problèmes qui sont orientés sur le problème ou sur le passé eh ben, vont pas dans le bon sens. Le client veut aller vers le futur. Le client veut aller vers la solution. Alors nous, on ne va pas le pousser vers le problème et le passé, parce que ça l'invite à l'analyse, alors que nous, on veut le pousser, enfin, nous, on veut rien du tout, mais lui nous appelle, nous sollicite pour qu'on le pousse à l'action, pour qu'on le pousse à la solution. Donc, il faut plutôt poser des questions sur les solutions. Quand je dis plutôt, vous voyez, à chaque fois, c'est parce qu'il n'y a pas de tabou. On a le droit de poser des questions sur le problème et sur le passé. Il y a d'ailleurs des contre-exemples à ça. Quand on dit à quelqu'un, dans quelle situation antérieure vous êtes déjà retrouvé qui ressemble à celle-ci et dans laquelle vous avez mis en place des solutions qui ont marché? C'est bien une question du passé, mais c'est une question sur les solutions du passé. Et puis, on peut très bien dire à quelqu'un, mais alors, à votre avis, pourquoi il a fait ça? C'était quoi ses motivations? Donc, on parle du problème et on parle du passé. Oui, mais on en parle d'une manière qui va creuser le sens de l'empathie afin que le client prenne en compte des paramètres qu'il ne prend pas en compte. Voilà. Donc, mais c'est toujours orienté vers une solution, en fait. Non pas une solution que nous aurions en tête, comme un petit professeur qui ferait des devinettes à ses élèves pour leur faire trouver la solution qu'il lui connaît. Nous, coachs, nous ne connaissons pas les solutions, mais on invite nos clients à mettre leur attention sur l'espace solution à l'extérieur du problème. Donc, on leur dit, à quelle solution tu penses? Quelle solution n'as-tu pas déjà essayé? Qu'est-ce qui serait complètement différent de ce que tu as mené jusqu'à présent et qui ne marche pas? Si tu devais chercher des solutions dans un autre registre, un autre niveau logique, à quoi est-ce que tu penserais? Bon, je ne sais pas si c'est des bonnes questions que je pose là, mais vous voyez, c'est pour illustrer mon point. Et puis alors, il y a une troisième sorte de question qu'il faut vraiment bannir autant que possible dans la situation de coaching ou de coaching d'équipe, c'est les questions qui commencent par pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, à ton avis, ceci, cela? Parce que ça invite le client, alors à part dans le contre-exemple que je donnais tout à l'heure, ça invite le client à réfléchir avec empathie à ce qui motive quelqu'un. Mais sinon, les questions pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu t'y es pris comme ça invite la personne à nous expliquer, ce qu'elle sait déjà, à s'enfoncer dans le problème et à se justifier. Et ça amène à une tension dans la relation qui n'est pas propice à la démarche de coaching, qui est une démarche légère, impertinente et joyeuse, qui vise à sortir joyeusement de l'espace problème, qui est un espace lourd, pénible, étouffant. Il faut sortir de l'étouffement, il faut prendre un grand coup d'air de large. Un coaching, c'est pétillant, c'est sympa, c'est marrant, ça fait progresser, ça donne du courage, ça donne de l'enthousiasme, ça donne de l'espoir, et non pas un truc lourd où on s'emmerde et où c'est casse-pied, on se fait des nœuds au cerveau, on n'y comprend rien, on se perd. Moi, en tant que coach, j'ai pas envie de vivre ça avec mes clients, et j'ai surtout pas envie de leur faire vivre ça. Donc, il faut qu'on ait un petit chapeau à grelots sur la tête et qu'on ose poser des questions donc dites impertinentes, parce que sinon, on est contre-productif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impertinence en coaching? C'est évidemment une manière un peu décalée de bousculer les croyances du client, ses croyances limitantes. Son cadre de référence, il est composé de deux choses. Il est composé des pensées qu'il croit vraies et des pensées qu'il croit importantes. Autrement dit, ses valeurs et ses croyances. Voilà, ça c'est le cadre de référence mental. Maintenant, il y a ses habitudes comportementales, il y a ses processus énergétiques habituels ou préférentiels, et puis il y a ses réactions émotionnelles enquistées, engrammées, dans lesquelles il a du mal desquelles il a du mal à échapper. Comme je disais tout à l'heure, le gars un peu ras du bonnet, on le bouscule, tout de suite il se met en colère. Bon, ça, c'est une réaction émotionnelle, énergétique et comportementale qui est stéréotypée, et la personne doit, si elle veut grandir, en sortir. Eh bien, il faut qu'on écoute ce cadre de référence qui est mental, émotionnel, énergétique et comportemental pour inviter notre client à sortir de ce mode automatique, un mode réactionnel automatique. Ce n'est pas un mode de pensée automatique, c'est un mode réactionnel automatique, de façon à ce qu'il ne soit pas en réaction, mais en action. Voilà, il soit dans l'agir et non pas dans les réactions automatiques et inconscientes. Voilà, le client paye un coach pour explorer l'espace des possibles, pas pour tourner en rond dans l'espace des impossibles. Vous me comprenez?
Alors oui, là je vous ai montré une jolie petite personnage qui est un super-héros, là sans doute, et c'est la super pertinence du coach d'être impertinent, c'est son super pouvoir, c'est la raison. Pourquoi est-ce qu'on va chez un boulanger? Ben parce qu'il fait des bonnes baguettes de pain. Pourquoi est-ce qu'on va chez un coach? Parce qu'il est très impertinent, parce qu'il ose nous confronter. Mais pour ça, il le fait avec beaucoup de bienveillance et de tact. Alors on va en parler un petit peu. Rappelons-nous ensemble, qu'est-ce que la dynamique interne du coaching? À quoi ça consiste un coaching? Ça consiste à aider un individu à mettre en œuvre avec succès des actions qui vont obtenir, qui vont le rapprocher des résultats qu'il vise, donc ils vont atteindre les objectifs. Pour ce faire, cet individu doit trouver des solutions en ligne avec, le résultat, et ça va nécessiter qu'il s'ouvre à de nouvelles perspectives, parce que s'il pouvait le faire avant de nous voir, il ne viendrait pas nous voir. S'il vient nous voir, c'est qu'il est enfermé. S'il est enfermé, il faut qu'il s'ouvre à autre chose. Donc à de nouvelles perspectives. Il faut que ça libère sa créativité, son ingéniosité, son enthousiasme, son envie, etc. C'est ça la dynamique interne d'un coaching. Donc pour ça, il faut qu'il accepte d'ouvrir son cadre de référence, qu'il voit ses croyances limitantes et qu'il accepte de les challenger. C'est pas évident ça. Pour qu'il accepte ça, il faut une grande relation de confiance. Et cette relation de confiance, qui est une relation paritaire, authentique, profonde, eh bien, elle doit être fondée sur une alliance qui est générée par un contrat clair et pertinent, un contrat de coaching. Alors bon, je ne vais pas être très long aujourd'hui dans cette conférence, parce que je crois que j'ai bientôt fini de vous raconter la messe, là. Je vais faire encore un petit rappel sur le contrat de coaching. Je rappelle des évidences pour ceux qui sont professionnels depuis longtemps, qui sont des choses récentes pour ceux qui ont été formés il y a moins longtemps, mais chaque école a sa manière de dire, voici la nôtre. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de coaching? Au départ, vous avez un client qui a une situation insatisfaisante, qui génère de la frustration, de la douleur, et donc, il va formuler des objectifs de progrès pour en sortir, afin de se rapprocher d'une situation meilleure. D'accord? Ce qu'on appelle dans le jargon des coachs et des écoles la situation désirée. Je pense que ça vient de la PNL. Et voilà. Bon, ben, très bien. Situation actuelle, situation désirée, il y a un écart. Le but du coaching, c'est de passer de l'un à l'autre. Les objectifs que le client se fixe font justement l'objet du contrat de coaching qui va matérialiser l'alliance sur laquelle on se met d'accord. Je vais t'aider, tu vas m'aider en contrepartie de tel et tel cadre de travail et dans lequel il y a le prix de la prestation. Voilà, alliance de travail, c'est un mot fort, mais c'est un mot juste parce que vraiment, il s'agit de ça. C'est pas juste un petit partenariat ponctuel. Alors oui, c'est ponctuel, mais c'est plus fort qu'un partenariat parce qu'il se noue quelque chose d'intime et d'intense dans une relation de coaching forte. Alors une relation de coaching superficielle qui débouche sur des petits résultats mineurs, non, ça n'a pas besoin d'une alliance forte. Mais pour que le client challenge ses croyances qu'il a élaborées en 20, 30, 40, 50, 60 ans de vie, il faut vraiment qu'il vous fasse confiance. Et pour qu'il vous fasse vraiment confiance, il faut vraiment y aller dans la puissance de la relation et qu'il y ait une alliance très forte entre vous qui se tisse très vite. Alors évidemment, elle s'améliore, elle s'approfondit, elle se densifie, elle se fortifie au fil des séances, au fil des insights, mais on parle vraiment d'alliance. Voilà, alors le binôme, à partir de cette alliance, va pouvoir challenger les limites, imaginer des solutions qui vont être mises en œuvre par le client, dont on va mesurer le résultat des actions au fur et à mesure des séances. Voilà. Et à ce titre, clairement, le coaching est une prestation qui est au service des ambitions du client. Le client étant une équipe, étant une entreprise, étant un individu, ça peu importe. Et donc, le coaching est toujours centré sur l'opérationnel. Le coaching ne vise pas à développer les personnes. Le coaching, ce n'est pas des psychopapouilles. Les gens qui font du développement personnel, ils ont bien raison de le faire, c'est un chouette métier, mais c'est des psychothérapeutes, c'est les chamans, c'est les formateurs, mais les coachs ne font pas de développement personnel. Les coachs sont centrés sur des demandes opérationnelles qui intègrent évidemment la dimension stratégique et politique, mais c'est une ligne opératoire. Ça bouge les comportements des clients, le coaching. Alors évidemment, pour bouger les comportements, il faut passer bien souvent par l'émotionnel, par le cadre de référence, par le pas de côté, etc., etc. Donc ça développe le client, mais le but du coaching n'est pas le développement personnel la plupart du temps. C'est
une augmentation, une amélioration de la performance dans différents domaines, sportifs, artistiques, émotionnels, amoureux, professionnels, prise de parole en public, confiance en soi, tout ce que vous voudrez. C'est pas, et la confiance en soi, c'est pas un thème de coaching. Le thème de coaching, c'est que je veux améliorer mes comportements dans telle et telle situation qui traduiront une meilleure confiance en moi, plus d'estime de moi-même. Mais quand un client dit je veux travailler sur moi-même en confiance en moi, on ne peut pas travailler. Il faut l'amener à parler de situations concrètes parce que le coaching est centré sur l'opérationnel. On est bien d'accord là-dessus. Le coaching passe par 4 phases que je vais vous indiquer dans le slide d'après. Vous avez ici une roue qui commence, vous voyez, numéro 1, 2, 3, 4, ça commence par un contrat. Ensuite, il y a une ouverture, ensuite une phase solution, et ensuite une phase engagement. Au départ, disais-je, il y a une frustration de la part du client, et ce client est motivé par un désir résolutoire de sa frustration, si bien qu'il s'adresse à un coach. Eh bien, tout le travail de contractualisation va consister à passer du désir de solution à l'alliance de travail. Donc, on va définir les livrables du coaching, les échéances, les modalités et tout le team pour que le client dise « Ah ouais, là j'y crois vraiment, là j'ai vraiment envie, et avec vous, je sens que, ou avec toi, je sens que ça vraiment, ça va te poter. » Voilà, là on a l'alliance, et là le coaching, non pas peut commencer, mais le contrat étant scellé, on va pouvoir, le client va s'ouvrir, nous allons nous ouvrir à son cadre de référence, il va véritablement déposer ses croyances, exposer ses difficultés, et nous allons non pas écouter le contenu comme on l'a dit tout à l'heure, mais écouter le processus. Et on a dit qu'il y avait 4 dimensions au processus, la dimension mentale, la dimension émotionnelle, la dimension énergétique et la dimension comportementale. On va écouter ces 4 niveaux de processus et on va questionner, challenger les limites que le client se pose tout seul. Et ça va provoquer ce qu'on appelle des insights. Vous voyez le mot qui est dans la diagonale en bas à droite du slide, ça veut dire prise de conscience. Ces prises de conscience, brutalement, neuronalement, le font sortir de ses convictions qu'il croyait être la vérité. Il se rend compte que ce n'était que des croyances et que la vérité n'est pas ailleurs, mais elle est tout autre, elle est plus vaste, et qu'on peut introduire de nouvelles croyances, c'est-à-dire de nouvelles pensées dans le cadre de référence. Donc on va agrandir le cadre de référence, ce qui va permettre de prendre en compte des paramètres supplémentaires. Ça va changer les facteurs, les inconnus de l'équation. On ne va pas la rendre plus complexe, on va la déporter, on va la décaler, et donc là on va trouver des solutions nouvelles, et donc pouvoir prendre des décisions et bâtir un plan d'action qui sera différent de ce qui a été fait précédemment, car comme vous le savez, quand on fait plus de la même chose qui ne marche pas, on obtient plus du même résultat qu'on ne voulait pas. Ce n'est pas en refaisant les mêmes choses qu'on peut s'attendre à des résultats différents. Si on veut des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Pour faire des choses différentes, il faut savoir lesquelles. Pour savoir lesquelles, il faut voir où on pourrait être innovant, et il faut s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Eh bien, c'est tout l'enjeu de l'insight, c'est tout l'enjeu de la phase, la 3e phase du coaching. Et puis ensuite, le client, donc, quand il a un plan d'action clair, eh bien, il prend des résolutions, il prend des décisions qu'il va devoir mettre en œuvre. Et c'est la 4e phase d'un coaching dans laquelle le client s'engage à poser des actes, et il va les poser, et on va l'accompagner dans toute cette phase-là. Et puis, il va falloir qu'il capitalise sur les enseignements de son expérience pour pouvoir progresser et transformer l'essai jusqu'à ce que les résultats viennent se superposer au désir initial et qu'on voit bien avec un papier calque que c'est bien conforme au contrat initial. Donc, les résultats sont bien ce que le client voulait atteindre, il est trop content, il vous claque la bise, vous emportez vos sous et vous partez en courant avant qu'il ne se ravise. Bon, je plaisante évidemment, mais le truc, c'est ça. C'est que le coaching, c'est pas un truc mathématique, c'est pas un truc industriel, mais c'est quand même un truc carré. Il y a de l'intuition, il y a de l'empathie, il y a de l'émotion, il y a du respect, il y a de l'artistique dans le coaching. Il y a le petit chapeau à gros lot pour dire des petites conneries qui décalent le client et qui le font sourire, mais fondamentalement, c'est une démarche structurée et structurante qui part d'un point A et qui va à un point Z, en passant par un certain nombre de phases qui ne sont pas aléatoires. Alors, il se trouve que dans les relations humaines, ça ne se passe pas A, B, C, D, E, F, G. Ça se passe un peu dans le désordre. Mais quand même, si le client n'y comprend rien, le coach, lui, doit y voir clair sur le processus et la démarche
qui est proposé. Il doit être carré dans sa tête. Il doit être rigoureux et méthodique. Mais ce cadre méthodique doit permettre l'expression de l'intuition, doit permettre l'expression de l'humanité, donc du cœur, donc de l'empathie, donc de la bienveillance, qui ne sont pas des gros mots, hein, ce n'est pas des mots ridicules, bienveillance, amour, sympathie. On a le droit d'avoir de la sympathie les uns pour les autres. Que je sache, on est dans la fraternité humaine, on n'est pas au-dessus des autres, on est juste des pauvres types comme tout le monde qui gagnons notre vie en créant de la valeur et sans voler notre argent. On fait réellement du bien aux gens qui nous sollicitent, du mieux qu'on peut bien sûr, hein, on n'est pas Superman, même si j'ai dit que l'impertinence était le super pouvoir. C'est pour plaisanter parce que bon, bah, c'est pas facile tous les jours, et on fait de notre mieux. Voilà, c'est ça notre engagement. Je m'engage pas à réussir, je m'engage à faire de mon mieux. Et faire de mon mieux, c'est énorme. Parce que pour que je fasse de mon mieux, il faut quand même que je développe énormément d'énergie à ton service. Ça, je m'y engage. Quant au résultat, mon pauvre vieux, ça dépend de toi. Et puis, ça ne dépend pas que de toi, malheureusement. Ça dépend de plein de paramètres. Donc, voilà. Alors, on en reparlera si vous voulez. L'impertinence professionnelle, oui, c'est le métier des coachs. C'est une forme de créativité, l'impertinence. Parce que, d'abord, il faut savoir que c'est ça notre métier. Ceux qui ne le savent pas s'imaginent que c'est un métier d'empathie, un métier d'écoute. Mais non. D'abord, oui, bien sûr, c'est un métier d'écoute. Mais ce n'est pas ça le ressort du coaching, ce n'est pas l'écoute. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Il n'y a rien à écouter. Le client s'enferme dans un trou à rats et il ne peut pas en sortir. Il n'y a rien à écouter. Vous savez, le hamster qui court dans sa roue. Vous voulez l'écouter? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah ben je ne comprends pas, il y a une roue, plus je cours, plus j'avance pas. Ok, une fois qu'il l'a dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tout en tournant dans sa pauvre roue, ça ne sert à rien d'écouter ça. Donc, on a une écoute décalée. Autrement dit, on pose un pas de côté, nous, et on offre ce pas de côté en résonance au client, en résonance systémique. Donc, notre travail, c'est de repérer les incohérences, repérer les contradictions et d'oser les challenger. Il va falloir proposer des questions puissantes qui sont confrontantes, mais pour ça, il faut être extrêmement gentil, extrêmement doux, avoir beaucoup de tact. Je connais des formateurs qui sont acides et corrosifs. Bon, ils sont malins, ils sont puissants, ils sont tout ce que vous voulez, mais ça passe pas parce que, non, quand je dis des formateurs, des coachs qui enseignent le coaching à partir d'un style qui a du bon, j'ai beaucoup apprécié, mais qui a aussi pas que du bon, parce que le client passe plus de temps à réparer les blessures narcissiques qu'il a essuyées face à l'attitude du coach qu'à comprendre ce qui lui est proposé de nouveau. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre la forme. C'est pas parce qu'on est corrosif, décapant, acide, impertinent, qu'on n'est pas gentil, plein de tact, plein de compassion, plein de douceur, voire plein de tendresse et de chaleur humaine. Voilà, les questions puissantes, c'est de la connerie. Si c'est livré comme ça, imaginez quelqu'un qui est dans sa tête et qui n'est pas dans son cœur. Il balance des questions, certes intelligentes, mais elles sont privées de toute chaleur humaine, elles sont dépourvues de toute empathie, elles sont dures, froides, métalliques, elles font mal et elles ne servent pas à atteindre les objectifs du client. Le client ne peut pas s'en servir. Dès lors qu'il les touche, il se fait mal avec. Bon, alors voilà, il faut être capable de faire du feedback de pleine lune, du feedback dans le centre, quelque chose qui fait plaisir au client et qui le touche à cœur, dans lequel il se dit « Waouh, celui-là ou celle-là m'a vraiment compris ». Et c'est exactement ça, je ne l'avais pas vu, mais maintenant qu'il me le dit, ouais, c'est vrai, je suis comme ça, et je suis fier d'être comme ça. Voilà. Et puis des reformulations qui, de reformulation décalée en reformulation décalée, changent la vibration du client. Le client arrive très scrognonieux, très triste, très démotivé, très en colère, très quelque chose, et petit à petit, en reformulant, en l'aidant par des métaphores inspirantes, par toutes sortes de coacheries amusantes, il va changer d'état vibratoire et il va se mettre dans une meilleure position pour pouvoir envisager des solutions différentes. Voilà, je vous disais que je ne serais pas très long, ben, j'ai l'impression que j'ai presque fini. Alors oui, un coach, c'est un libérateur de contraintes, il n'y a pas de doute, hein. Le coaching, c'est pas fait pour entretenir les clients dans des croyances dont ils ont besoin de se départir. Le problème des clients, c'est qu'ils ne savent pas quelles sont les croyances qui posent le problème et ils ne savent pas que ce sont des croyances qui les empêchent et qu'il faut s'en libérer. Donc ils sont dans la double, pas contrainte, mais dans la demande incohérente.
Aidez-moi à changer, mais surtout ne touchez à rien de ce qui fonde mon système actuel. Alors, c'est incohérent et il va falloir lui montrer avec beaucoup de respect que il n'est pas le premier ni le dernier à poser ces doubles contraintes, mais que s'il veut bien, on challenge ça et qu'on va faire une alliance ensemble pour justement, on va changer des choses et c'est lui qui va les changer. Et nous, on va lui tendre le miroir. Parce qu'un autre écueil, c'est que le client dit, OK, c'est toi l'expert, alors dis-moi ce que je dois changer. Mais je ne peux pas te le dire, j'en sais rien, et si je le savais, je ne te le dirais pas, parce que je te respecte trop pour ça. Moi, je ne supporterais pas qu'on vienne me donner des conseils ou qu'on vienne me dire ce que je dois changer. Je t'emmerde, je fais ce que je veux. Et donc, toi, mon client, je te respecte et je ne vais pas te dire ce que tu dois changer. Sinon, je serais devenu consultant. J'expliquerai aux gens qu'ils n'ont rien compris et que moi, je vais leur dire comment faire leur boulot. Non, je ne suis pas un consultant, je suis un coach. Donc, je ne donne pas de conseils. J'accompagne les gens à prendre conscience par eux-mêmes, au rythme qui est le leur, avec les modes opératoires qui sont les leurs, les choses qu'ils peuvent comprendre. Et des fois, en tant que coach, on est très frustré parce qu'on aurait bien voulu que nos clients remettent plus en question, qu'ils aillent plus loin, mais ils ne pouvaient pas, c'était pas l'heure, ou on s'y est mal pris, et du coup, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'on aurait voulu. Et ben voilà, petit à petit, on devient moins petit, et on apprend, et on progresse dans notre art. Voilà, alors moi, membre de l'école, fondateur de l'école d'énergie, j'ai envie de vous dire, euh, il faut se former en permanence, il faut aller plus loin. Le coaching de l'énergie qu'on enseigne est un coaching qui va plus loin que le coaching classique. On peut vous en parler dans le cadre du club et dans le cadre de l'université. On peut vous en parler évidemment dans le cadre de la formation coaching d'équipe. On peut vous en parler en supervision individuelle. Euh, on vous en parle au travers de webinaires comme celui-ci, où transpire l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Euh, voilà. Et ben, les amis, j'ai envie de vous dire, prenez rendez-vous, parlons-nous directement. Alors pas qu'avec moi, vous parlerez avec moi ou vous parlerez avec Franck, mon associé, vraisemblablement, éventuellement un autre collègue qui s'y colle aussi, parce que des fois on a 15-20 rendez-vous entre chaque webinaire et donc on ne peut pas faire que ça. Mais on est très heureux de parler avec vous. Mais cela dit, notre entretien ira peut-être très vite, parce que soit vous avez une question et on peut faire quelque chose pour vous, soit vous n'avez pas de question, on n'a pas bien de temps à perdre et vous non plus. Et si on ne peut rien faire pour vous, même cause, même punition, on ne va pas vous retenir au téléphone juste pour bavarder. On ne cherche pas à se faire des amis, ni vous ni nous, même si on apprécie des échanges avec les collègues. Mais des échanges, moi j'en ai tout le tour de la taille. Hein. Je forme des gens à longueur d'année, j'en supervise, j'anime le club, etc. Donc des échanges, j'en manque pas. Si vous, vous avez envie d'échanger avec nous, alors on a un petit échange téléphonique. Ensuite, vous venez au club où vous regardez les programmes de formation et vous vous inscrivez. Et puis après, plus si affinité. Voilà, je vous ai dit que le club, on pouvait vous inviter gratuitement à une journée si ça vous intéresse. Et ensuite, vous verrez ce qui se passe dans le club, vous verrez l'ambiance, vous verrez les modalités, vous verrez combien ça vaut. Vous verrez aussi que l'université est un endroit extrêmement puissant dans lequel il se passe des tas de choses. C'est très chaleureux, très sympa. Elle vient d'avoir lieu, là, sur le coaching de l'énergie. On a travaillé sur les qualités intrinsèques du coach, les qualités archétypes qu'il faut incarner pour pouvoir poser les gestes puissants du coaching de l'énergie. Voilà. Dans l'année, on travaille sur les pratiques de coaching et lors de l'université, on travaille sur le coach, le développement personnel du coach. Et on est clair sur le fait qu'il ne s'agit pas de développer la personnalité. La personnalité n'existe pas, c'est une sorte d'illusion perceptive. Ce que l'on cherche à développer, c'est le centre. Et le centre rayonne jusqu'au pourtour en écartant petit à petit toutes les, comment on appelle ça, toutes les opacités qui déforment. Quand il y a une grande transparence dans l'être, sa signature du centre est très lisible à l'extérieur. Il n'y a pas rat des villes et rat des champs, il n'y a pas un comportement avec une identité drôle et puis une autre identité à la maison. Je suis le même individu en coaching que dans ma vie privée. Je fais la part des choses, je ne coach pas mes enfants, mes parents et mes amis, mais je suis la même vibration qui est visible parce que j'offre à mes clients comme à mes proches une relation authentique et profonde, euh, n'ayant pas crainte d'assumer ma vulnérabilité, etc., etc. Voilà, je ne parle pas de moi là, moi je suis un pauvre type comme vous, je fais ce que je peux, mais l'idéal d'être un coach libérateur de contraintes, c'est de s'émanciper de ses propres contraintes.
Voilà, les amis, je crois que j'en ai fini. Qu'est-ce qu'on peut se raconter d'autre? Bah, il est l'heure d'ailleurs, hein, c'est tout. Alors je vais jeter un petit coup d'œil, si vous permettez, au chat là, si je peux répondre un peu à des trucs. Oui. Je ne sais pas si je vais arriver. Un coaching prend environ 9 à 12 mois. Bah oui, ça dépend, hein. La durée moyenne d'une alliance est de combien? Je comprends vos questions, elles sont légitimes. Bah oui, mais ça dépend ça dépend. Voilà. Effectivement, un coaching, souvent, ça dure entre 3 mois et un an. Bon. Et puis, il peut être renouvelé parfois. Il y a des gens qui se font coacher plusieurs fois par un même coach de suite. C'est plutôt des dirigeants ou des gens qui relèvent des challenges très compliqués et pour lesquels l'entreprise investit sur eux. Ça m'est arrivé de coacher plusieurs fois une même personne sur 3 4 ans. Mais ce n'est pas la majorité. La plupart du temps, le coaching ne dure pas longtemps parce que une fois que les objectifs sont atteints, ben, la personne est autonome et puis elle n'a pas besoin de recommencer. C'est pas une addiction le coaching, vous voyez. Au contraire. Alors, Thomas pose la question de l'intervalle. Il n'y a pas d'intervalle de temps idéal. Disons qu'au début des séances, c'est bien de faire une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours pour que la mayonnaise prenne. Puis après ça, c'est bien de les espacer un peu plus pour que la personne ait le temps de mettre en œuvre et que la personne puisse aussi, euh, comment dire, que vous puissiez suivre le coaching pendant un temps suffisamment long. Comme ça, on peut bénéficier d'un effet de cycle plus fort. Voilà. Mais bon, ça dépend des coachs, ça dépend des clients, ça dépend des temporalités. Si vous avez des questions de ce type-là, n'hésitez pas à nous téléphoner, on vous parlera plus directement. Mais je crois que le temps est terminé, là, on va raccrocher maintenant. Merci de votre participation, de vos feedbacks sympathiques et puis de vos questions. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis ben, je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, au revoir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge. Allez, je termine l'événement. Salut à tous.